voilà, on va parler des nouvelles familles, à ceci près que les familles sont toujours nouvelles. Le mot famille désigne des structures affectives, sexuelles, sociales, étonnamment différentes selon les cultures. Dans la Rome ancienne, on estimait que ceux qui vivaient sous un même toit appartenaient à la même famille. Domus, la maison, ce qui a donné domination, les esclaves qui habitaient dans cette maison étaient considérés comme de la famille. Il suffisait d'être sous le même toit pour être de la famille, et les esclaves, quand ils travaillaient bien, quand ils servaient bien la famille, c'était souvent eux qui héritaient, alors que le fils de famille, qui n'était né que de la sexualité, était considéré comme moins important, et très souvent l'esclave héritait, et pas le fils. Celui que nous on appellerait le fils, et qui n'était pas reconnu par le chef de famille. Donc ça veut dire que le mot famille a désigné des structures étonnantes. Les aristocrates, très souvent considéraient qu'avaient des familles qui avaient des fonctions politiques. Les garçons, parfois les femmes devenaient reines, et dans ce cas, il y avait une violence extrême dans la famille pour accéder au pouvoir. À l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, on vivait par bande de 30 sujets, 15 schématiquement, 10 hommes, 10 femmes et 10 enfants, voilà, schématiquement. Et il n'y avait pas besoin de famille, la famille c'était la bande, et quand il y avait beaucoup d'accouplements, il n'y avait pas beaucoup de couples, puisque quand on était 30, c'était pas la peine de faire une structure familiale. Quand un enfant arrivait, c'était l'enfant du groupe, comme ça se voit encore d'ailleurs dans certaines cultures, où l'enfant, comme je l'ai vu dans les favelas du Pérou, où l'enfant, tout le monde s'en occupe. Quand un enfant arrive, tous les adultes sont responsables et s'en occupent. Donc les enfants courent en tous sens, ils ont une grande liberté, ils ne sortent pas d'un périmètre imaginaire, mais tout le monde s'en occupe. Lorsque Napoléon, en 1804, a fait le code napoléonien, il a nommé les hommes chefs de famille. Sauf que les hommes chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille, puisque ou bien ils étaient soldats et ils disparaissaient et ils ne réapparaissaient pas dans leur famille, soit parce qu'ils étaient morts, soit parce qu'ils travaillaient 15 heures par jour, parce que c'était le début de l'ère industrielle qui, au début du XIXe siècle, a été d'une grande cruauté, où les hommes étaient esclavagés à l'usine ou dans les mines. Et à Mons, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents vous ont certainement raconté des histoires de témoignages de la condition torturante du travail des hommes. Donc les hommes étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille, et c'était les femmes qui géraient la famille. Et Lévi-Strauss, avant sa mort, avait demandé à ses correspondants de recenser les différentes formes de famille sur Terre. Et ils en avaient recensé 5000. C'est-à-dire qu'il y a sur Terre, actuellement, à peu près 5000 formes de familles différentes qui sont toutes traditionnelles. Et quelle que soit la forme, c'est traditionnel. Par exemple, dans beaucoup de cultures africaines, le père, c'est pas l'amant. Le père, c'est le frère de la mère, et c'est celui qui est désigné par la société pour être responsable de l'enfant, pour s'en occuper et s'y attacher. Et il y a même des cultures africaines, et en France, à Martinique, c'est pas loin de ça, où c'est un équipage d'hommes qui fait fonction de père. C'est-à-dire, c'est plusieurs hommes qui se répartissent. Toi, tu t'occuperas de l'école, toi, tu t'occuperas du sport, toi, tu t'occuperas de la loi, toi, tu t'occuperas de la transgression de la loi pour pas prendre la loi trop au sérieux. Donc ça veut dire que même encore en France aujourd'hui,
il y a des zones familiales où on considère que le père, c'est plusieurs hommes. C'est pas l'amant. Alors ça donne des contresens étonnants dont je parlais l'autre jour. J'ai une dame qui était professeure de littérature française en Afrique du Sud. Il y a le changement de régime, la fin de l'apartheid et le changement de régime, et les retraites ne sont plus payées. Donc elle ne peut plus vivre en Afrique du Sud, et elle vient vivre chez sa fille à Toulon. Et elle me rend visite de temps en temps. Et elle me raconte qu'un jour, une de ses servantes, parce que avant l'apartheid, les servants noirs étaient bon marché, et donc elle avait, malgré un salaire de professeur d'université, elle avait beaucoup de servants. Et une de ses servantes lui dit, Madame, mon frère est le père de mes 4 enfants et il ne me donne plus d'argent. Et cette dame qui est bien élevée dit, comment ça, votre frère est le père de vos 4 enfants? Oui, madame, mais je vais le voir, il faut faire quelque chose. Et alors, la servante et son frère arrivent. Monsieur, vous êtes le père des 4 enfants de votre sœur? Oui, madame. Madame, votre frère vous a fait 4 enfants? Et à ce moment-là, les 2 serviteurs sursautent et disent, mais madame, pour qui vous nous prenez? Mon frère est le père de mes 4 enfants, mais il n'a jamais été mon amant. Donc ça veut dire que dans une culture qui désigne le père comme étant le frère de la mère, et qui est responsable des enfants, c'est lui qui fait fonction de père, alors qu'il n'a jamais été l'amant de cette dame. Et il y a plein de cultures africaines, tahitiennes, françaises, où c'est un peu comme ça, même dans les cultures du Maghreb, l'oncle, celui que nous on appellerait l'oncle maternel, a encore aujourd'hui un grand pouvoir sur le développement des enfants. Donc ce qu'on appelle famille, il y a 5000 formes de famille traditionnelles que les gens éprouvent réellement comme la tradition. Ça doit être comme ça. C'est bien comme ça. Le père napoléonien qui a été voté par le Code Napoléon en 1804 a été assassiné en 1974 par les féministes qui ont décrété l'autorité parentale et non plus la loi du père et non pas l'autorité paternelle, ce qui correspond plus à notre culture, ce qui est plus juste, mais ce qui est récent. Pendant presque 2 siècles, on a vécu sur la loi du père, la loi des pères. Quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était le couple et la famille. Et aujourd'hui, la solidarité, c'est l'entente. C'est-à-dire que nous, on était contraints à la solidarité parce que un homme qui travaillait 15 heures par jour ne pouvait pas vivre sans femme, et les femmes, qui sont moins violentes que les hommes, n'étaient pas heureuses et ne demandaient pas à descendre travailler au fond des mines 15 heures par jour. Donc il y avait une sexualisation des rôles qui n'existe plus aujourd'hui parce que, comme je le disais, je ne sais plus quand, avant on faisait du social avec son corps, les femmes avec leur ventre. Le ventre des femmes appartenait à l'État. C'est l'État qui demandait aux femmes de mettre au monde le plus de garçons possible pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour, et demandait aux hommes de faire un service militaire, de s'engager dans l'armée, de mourir pour la patrie, comme on disait, et de travailler et de donner tout leur salaire à leurs femmes. Quand j'étais médecin des chantiers navals à la Seine, les hommes donnaient tout leur salaire à leurs femmes et pensaient, grâce à moi, ma femme pourra ne pas travailler. C'est une phrase impensable pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi elles devraient ne pas travailler. C'est-à-dire qu'en 2 générations, les valeurs ont complètement été métamorphosées. Alors aujourd'hui, les couples s'entendent bien. C'est ça qui fait la solidarité du couple, c'est l'entente. Mais s'il n'y a plus d'entente, 60%
des couples se séparent dans les 6 ou 7 ans qui suivent la mise en couple. 60%, c'est-à-dire que c'est faramineux, c'est énorme. Si on s'entend bien, on reste ensemble. Si on ne s'entend plus, on n'a plus aucune raison de rester ensemble, puisque les femmes ayant gagné et mérité leur autonomie, elles ne voient pas pourquoi elles resteraient à la maison alors qu'elles sont capables de faire tous les métiers, les mêmes métiers que les hommes, parce que ça n'est plus le corps qui fait du social, c'est le diplôme et l'art de la relation où les femmes sont excellentes. Donc en 2 générations, on a vu complètement se transformer ce qui organise la société et ce qui organise les familles. Alors je redis ce que j'ai dit plusieurs fois dans ces 2 jours, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de figure d'attachement, s'il n'y a pas de famille, c'est grave, c'est très grave, c'est l'altération neuronale, c'est l'atrophie cérébrale, c'est la mort psychique, donc c'est très grave. S'il y a 20 ou 21 personnes, l'enfant ne peut pas s'attacher à 20 ou 21 personnes. Il ne peut pas. Donc c'est comme s'il n'y avait personne. Quand il y a trop de monde autour de l'enfant, c'est comme s'il n'y avait personne, il ne s'attache pas. Et quand j'ai travaillé dans les orphelinats roumains, et surtout bulgares, je me rappelle que les enfants n'avaient pas développé l'attachement. Par exemple, je pense à des enfants, ils jouaient, ils se balançaient surtout, on passe à côté en marchant, ils se jettent sur ma jambe de pantalon, ils se serrent et ils repartent se balancer. C'est-à-dire que pour eux, l'altérité était composée par des segments, ma jambe, un morceau de ma jambe, et non pas comme le fait un enfant socialisé qui regarde la personne étrangère, attend un sourire, attend une invitation avant de se laisser approcher. Et là, l'enfant avait une pulsion d'attachement, mais il n'avait pas de style d'attachement. Or, quand il y a une culture, quand il y a une famille, quelle que soit sa forme, on voit que l'enfant apprend dans cette famille, quelle que soit sa forme africaine, forme chinoise, forme asiatique. Dans l'Asie, la famille est très élargie, elle est très grande. On considère que un enfant ne doit jamais être laissé seul et que la famille, c'est les 10 personnes qui l'entourent. Et l'enfant, donc, est toujours sécurisé. Si sa mère n'est pas là, parce qu'elle travaille beaucoup, eh bien, il y aura un substitut, il y aura, sa niche sensorielle sera quand même suffisamment organisée. Or, sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que les femmes ne sont plus du tout les mêmes. Et que biologiquement, psychologiquement et socialement, les femmes, les jeunes mères, les femmes d'aujourd'hui sont plus les mêmes que les femmes d'il y a 2 générations. Les femmes d'il y a 2 générations, elles étaient vieilles à 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, elles entrent dans l'aventure sociale à 30 ans. Elles sont mères à 31 ans, ils ont leur 2e enfant à 33, 34 ans. Alors qu'avant, on disait qu'une femme de 30 ans, c'était la fin de sa carrière. Parce que la fertilité des femmes est au maximum à 25 ans, et que à 31 ans ou à 34 ans, la fertilité devient de plus en plus faible. Donc il faut développer, la PMA se développe parce que les femmes mettent au monde leur premier enfant de plus en plus tard, donc il faut des prothèses hormonales, et parce que les hommes sont de moins en moins fertilisants, parce que les spermatozoïdes font la sieste, parce que les conditions de travail des hommes sont plus les mêmes. Pour que les hommes soient fertilisants, il faut qu'ils les aient à l'air. C'est le froid de l'air qui stimule les spermatozoïdes. Or, si les hommes se mettent des slips et font des travaux assis sédentaires, ils ont les roupettes bien au chaud entre 2 cuisses et les spermatozoïdes font la sieste, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne sont pas stimulés. Donc les femmes sont moins fertiles parce qu'elles mettent au monde des enfants de plus en plus tard, et les hommes sont de moins en moins fertilisants parce qu'ils les mettent bien au chaud. Et ça veut dire que la PMA se développe de plus en plus. Et qu'on voit des jeunes... Quand je faisais mes études, il y avait 3 ou 5% des couples qui étaient infertiles.
Maintenant, selon les régions, c'est 15 à 20%, selon les régions. Donc la PMA est une technique culturelle qui corrige, dites-vous. Ah, PMA, bon, procréation médicale assistée. C'est-à-dire que les femmes, au lieu de faire l'amour, elles prennent la température. Et c'est moyennement érotique. Donc, se prendre la température constamment pour faire l'amour, pour faire l'amour à un moment fertilisant. Donc, les femmes qui font la PMA, la procréation médicale assistée, c'est un tue-l'amour, parce que ça remplace un acte sexuel, une rencontre sexuelle, par une rencontre technique, et que c'est pas très érotique. Donc peut-être elles arrivent à faire des enfants, mais l'érotisme en prend un méchant coup, pour les femmes comme pour les hommes. Et puis donc on voit que ces femmes sont totalement différentes. À partir de 30-31 ans, il faut commencer à médicaliser la grossesse. Ça ne veut pas dire que ce sera tragique, mais ça veut dire qu'il faudra surveiller l'hypertension et le sucre. Parce que s'il y a un diabète, ou surtout s'il y a une hypertension gravidique, la femme et le bébé qu'elle porte sont à très grand risque. Et alors, on voit que les pères ayant changé, les femmes sont surveillées médicalement. À 31 ans, c'est bon enfant, c'est pas grave, il n'y a pas d'accident si on les dépiste, mais ça veut dire que avant, quand une femme était enceinte, elle en parlait à sa mère, alors que maintenant, quand une femme est enceinte, elle en parle à son pédiatre. Ça veut dire que ça dilue la relation familiale, ça dilue l'intimité familiale en la technicisant. Et depuis 2 jours, on passe notre temps à dire que la technique, qui est un progrès culturel fantastique, coûte très cher au point de vue humanité. Plus on développe la technicité, plus on fait des progrès techniques, plus on altère les relations humaines. Et là, on a un exemple de PMA, de procréation médicale assistée. On a un exemple où c'est bien. La société soigne ce qu'elle provoque. La société provoque l'infertilité et soigne l'infertilité par des techniques de fertilisation. Mais ces techniques de fertilisation changent les relations familiales et changent beaucoup les relations érotiques. Et sauf qu'un utérus de 31 ans, c'est pas un utérus de 20 ans. Le bébé n'a pas du tout le même habitat. Dans un utérus de 20 ans, c'est musclé, il y a plein d'hormones. Dans un utérus de 30 ou 35 ans, c'est moins musclé et il y a moins d'hormones. Et puis, surtout, les substances passent facilement dans un utérus de 30 ans. Alors, les substances, si la mère fume, le liquide amniotique sent le tabac. Si la mère prend de la cocaïne, le bébé avale sa part de cocaïne, ça passe la barrière du placenta. Si on fume autour de la femme enceinte, elle inhale de l'air avec de la fumée et le bébé fume 1 cigarette sur 3. Même si la mère n'a pas fumé, le bébé fume. Et on sait maintenant que la nicotine dans le liquide amniotique détruit les synapses et le bébé arrive au monde avec des altérations synaptiques parce qu'on a fumé autour de la mère.